La peine de mort, souvent décrite comme la sanction ultime, suscite depuis des siècles un débat intense et polarisant. Tandis que certains la considèrent comme un châtiment juste et dissuasif pour les crimes les plus graves, d'autres la perçoivent comme une pratique inhumaine et irréversible, incompatible avec les droits fondamentaux de la personne. Ce débat mêle des questions morales, juridiques et sociales. Est-elle un outil nécessaire pour maintenir la justice et protéger la société, ou alors est-ce un vestige archaïque qui viole le droit à la vie? Alors que de nombreux pays ont aboli cette pratique, d'autres continuent à l'appliquer parfois de manière publique, alimentant d'autant plus des controverses sur son efficacité, son éthique et les risques d'erreurs judiciaires. Les méthodes actuelles de mise à mort d'un condamné à la peine capitale varient en fonction des cultures et des systèmes juridiques. Injection létale, chaise électrique, chambre à gaz et encore bien d'autres techniques, nous allons voir aujourd'hui, à l'aide d'extraits vidéo, comment sont appliquées ces peines de mort. Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble découvrir les coulisses de la peine capitale, une sanction aussi redoutable que redoutée. Avertissement, le sujet d'aujourd'hui est assez glauque, alors si vous êtes mal à l'aise avec la question de la mise à mort, je vous conseille de vous abstenir d'aller plus loin dans le visionnage de cette vidéo et pourquoi pas regarder une autre vidéo sur la chaîne. Pour les autres, on y va, c'est parti. L'injection létale. L'injection létale est réputée être la technique de mise à mort la moins douloureuse et la moins traumatisante, enfin en théorie parce que parfois il y a des aléas qui transforment les exécutions en véritables cauchemars, vous le verrez par la suite. Cette méthode est pratiquée dans plusieurs États des États-Unis, certains pays asiatiques et des pays d'Amérique latine. Le protocole d'injection létale est décrit la première fois en 1888 par un médecin new-yorkais, le docteur Julius Mount Blair. Mais les premiers à tester véritablement la méthode décrite par ce médecin sont les nazis. Après la Seconde Guerre mondiale, le premier détenu à avoir expérimenté cette innovation est Charles Brooks Jr., un Texan exécuté en 1982 pour meurtre. Regardons ensemble comment se passent les exécutions à l'heure actuelle. Le condamné est emmené en salle d'exécution, une pièce assez sinistre où est installée une sorte de civière ou un brancard qu'on peut aussi comparer, selon les références de chacun, à un fauteuil de kiné ou de dentiste. Il est attaché par les bras et les jambes avec des sangles. On lui place ensuite 2 cathéters qui serviront à l'injection par voie intraveineuse des produits mortels. Et le condamné reçoit l'injection successive de 3 produits. D'abord, un sédatif, le pentobarbital, le thiopental sodique ou le midazolam qui ralentit en fait le rythme cardiaque et qui rend la personne en fait somnolente, donc pas très consciente de ce qu'il se passe autour d'elle. Puis, on injecte un agent paralysant, le pancuronium bromide ou vécuronium, qui agit au niveau des muscles en les empêchant d'agir, c'est comme des curares. Ces produits agissent aussi sur les muscles respiratoires, comme le diaphragme, ce qui fait que la personne qui subit cette injection a de plus en plus de difficultés à respirer, jusqu'à ne finalement plus être capable de respirer du tout.
Pour finir, il y a la dernière substance qui est injectée, le chlorure de potassium, qui a pour but de provoquer une perturbation des battements cardiaques. Le cœur s'emballe, causant une arythmie, donc un cœur qui bat un peu n'importe comment, puis un arrêt progressif des battements du cœur jusqu'à l'arrêt cardiaque complet. Et à ce moment-là, le détenu est décédé. Cette scène de mise à mort a son lot de spectateurs, la famille des victimes, la famille aussi du détenu, on a aussi la presse qui peut être là, et aussi des citoyens lambda, des volontaires censés témoigner que les règles d'exécution ont été respectées. Tout ce petit monde est installé derrière une vitre pour assister à l'événement. Quand tout se déroule sans contretemps, l'exécution dure environ 5 minutes. Mais parfois, cela peut tourner à la catastrophe, soit parce que lors de la mise en place des cathéters, on n'arrive pas à trouver des veines à piquer, et que du coup, comme c'est piqué n'importe comment, les produits vont dans les muscles et pas par voie intraveineuse, ce qui peut provoquer de graves brûlures, soit parce que le protocole d'injection létale ne peut pas être rigoureusement respecté. Il faut savoir que quand l'un des médicaments à injecter est indisponible ou en rupture de stock, parce que c'est des produits qui viennent essentiellement d'Europe, ou parce que tout simplement les laboratoires pharmaceutiques ne veulent pas les vendre à la prison, parce qu'ils savent que c'est pour tuer, alors que normalement c'est des traitements, leur but est de guérir, eh bien, la prison peut manquer de certains médicaments. Et le plus surprenant, c'est que c'est le directeur de la prison qui n'a strictement aucune formation médicale qui est obligé, lui, de bidouiller avec d'autres produits à sa disposition et peut aussi être amené à changer certains dosages. À noter donc que ce n'est jamais un médecin ou un professionnel médical qui procède lui-même à l'injection, mais un agent pénitentiaire qui se porte volontaire et qui reçoit une prime de 300 $ pour effectuer ce geste fatal. En tout cas, quand ça tourne mal, la plupart du temps, ça devient plus de la torture qu'une mise à mort. Et si les étapes ne sont pas suivies à la lettre lors de la dernière injection, la personne continue à ressentir des douleurs intenses, des sensations de brûlure insupportables et peut connaître une lente agonie qui peut durer jusqu'à 2 heures. Nous allons voir là une reconstitution de ce que peut être une exécution ratée et c'est inspiré de faits réels. Aux États-Unis, 75 injections létales ont ainsi tourné à la catastrophe. Je vous en parlerai en détail lors d'une prochaine vidéo que je prévois de vous faire sur des cas d'exécution ratée. En tout cas, si la peine de mort fait peur,
certains la demandent ardemment. C'est le cas, par exemple, de la tueuse en série que vous connaissez sûrement, Aileen Wuornos, qui a été exécutée par injection létale en 2002 à la prison d'État de Floride. En guise de dernier repas, elle demandera juste à avoir une petite tasse de café. Et elle, contrairement à d'autres, souhaitait être tuée. Elle disait avoir tellement de colère et de rage en elle que si un jour elle était amenée à être libérée, elle était en fait persuadée qu'elle tuerait à nouveau et qu'il fallait donc mettre fin à tout ça. Tout comme, par exemple, Ronald Jane Simons, que vous avez pu découvrir il y a quelques semaines dans une précédente vidéo, qui lui aussi a tout fait pour être exécuté rapidement après avoir décimé toute sa famille. Il n'a même pas voulu faire appel de la décision du tribunal de le condamner à mort. La chaise électrique. Depuis ces dernières années, les prisons américaines ont tendance à abandonner l'exécution par injection létale, qui était pourtant le type d'exécution de choix, à cause du manque de produits pharmaceutiques indispensables à la mise à mort. Alors, ils reviennent à des techniques d'antan compensées, abandonnées pour de bon, telles que la chaise électrique dont on va parler plus en détail. La première chaise électrique a vu le jour aux États-Unis en 1880. Elle a été mise au point par un ingénieur électricien et un chirurgien dentiste. Cette méthode d'exécution par électrocution a été très populaire à la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, et puis elle a été peu à peu abandonnée au 21e siècle où c'est l'injection létale qui a été privilégiée car jugée moins cruelle par la société. Le principe est le suivant. La personne est attachée sur une chaise en bois surmontée d'une sorte de chapeau métallique dans lequel on place la tête. On lui met ensuite des éponges mouillées, une sur le sommet du crâne et l'autre sur l'une de ses chevilles, le but étant que le courant électrique circule d'une éponge à l'autre, puisque l'eau est un conducteur électrique. De plus, pour s'assurer que l'électricité circule bien, le condamné est totalement rasé de la tête aux pieds, les cheveux, les poils sur les jambes, les bras, bref, tout. En fait, ça a pour but d'éviter qu'au lieu d'être électrocuté, la personne soit juste brûlée à cause de la chaleur générée par le courant. Ensuite, on place sur le corps des électrodes par lesquelles va être transmis le courant électrique. On bande les yeux du condamné, soit on lui met une sorte de sac noir sur le visage ou alors un bandeau, et puis parfois on lui met aussi une couche. Même si ce n'est pas tout à fait fidèle à la réalité, je vous laisse regarder un extrait du film intitulé Daniel, sorti en 1983, qui montre une scène d'exécution sur la chaise électrique. Have to do it again. Voilà, donc une fois que tout est prêt, que le détenu est placé correctement sur la chaise, que le dispositif est en place, le courant est activé à 3 reprises. D'abord une haute tension jusqu'à 2600 volts pour détruire le cerveau et tout le système nerveux. Puis, il est appliqué une basse tension pour provoquer l'arrêt cardiaque et enfin une dernière décharge pour être sûr que la personne est bien morte. Sous l'action de l'électricité, on perçoit le corps qui sursaute, les muscles du visage qui se tordent,
et à la fin, un médecin examine le corps et déclare officiellement l'heure de la mort à voix haute. Encore une fois, entre la théorie et son application, il y a souvent une différence de taille. Certains condamnés ont par exemple survécu aux premières décharges, ce qui fait qu'on a dû les électrocuter au moins jusqu'à une dizaine de fois. D'autres ont été littéralement grillés ou même rôtis sans pour autant mourir sur le coup, et d'autres encore auraient carrément pris feu. À titre d'exemple, nous avons le tristement célèbre Albert Fish, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été condamné à mort sur la chaise électrique en 1936. Ce vieil homme usait de la ruse avec ses allures de petit papy inoffensif pour attirer à lui des enfants qu'il kidnappait sous les yeux de leurs parents qui faisaient confiance au vieillard. Il abusait des enfants, les torturait avant de les tuer et même pour certains de les manger. Il était tellement cruel qu'il est même allé jusqu'à envoyer une lettre aux parents d'une de ses victimes pour leur décrire en détail les horreurs qu'il lui a fait subir. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faudrait carrément que je fasse une vidéo entière sur cet homme tellement il cumulait les déviances et les vices. En tout cas, il aimait se faire souffrir et pour cela il s'introduisait des aiguilles un peu partout au niveau de l'abdomen. Et selon la légende, il avait tellement d'aiguilles introduites dans le corps qu'à l'activation de la chaise électrique, il y a eu un court-circuit et les bourreaux ont dû lui ajouter quelques décharges supplémentaires pour finir de l'achever. Mythe ou réalité, je n'ai pas trouvé la réponse. La chambre à gaz. Le 3 juin 1955, à la prison d'État de Saint-Quentin en Californie, c'est jour d'exécution. Barbara Graham est transférée de la California Institute for Women. Aujourd'hui, elle et ses complices, Jack Santo et Emmett Perkins, vont être exécutés chacun leur tour dans la chambre à gaz de la prison. Barbara et ses acolytes sont condamnés pour le meurtre de Mabel Monoa, une veuve de 63 ans tuée au cours d'un cambriolage que tous trois auraient perpétré en 1953. Concentrons-nous sur Barbara. Elle a connu une vie de galère et de misère. Elle naît d'une mère adolescente célibataire en 1923. Vous l'imaginez bien, à l'époque, dans les années 20, où ce genre de maman est atypique, adolescente, qui plus est célibataire, elle était pointée du doigt, humiliée, et a même été placée en maison de redressement pour femmes car elle ne suivait pas le schéma traditionnel de la femme mariée, mère au foyer, dévouée à sa famille. À l'âge de 13 ans, Barbara est une ado rebelle. Elle fugue de chez sa mère, à la suite de quoi elle est placée dans un couvent, dont elle fugue aussi. À 14 ans, elle est inscrite à l'école pour fille de Ventura et à 17 ans, elle quitte l'école et se marie une première fois et se met à voyager à travers la Californie en cumulant plusieurs emplois. Serveuse, réceptionniste à l'hôtel, mère maquerelle et puis elle vend aussi son corps occasionnellement. Elle finit par divorcer, se remarie, redivorce, se remarie, bref. Au cours de ses multiples mariages, elle aura au total 3 enfants qui seront systématiquement placés par les services sociaux. Son 4e et dernier mari, Harry Graham, est un toxicomane et un criminel notoire. Et ce sera sous son influence qu'elle commettra le crime de trop. Elle qui a déjà l'habitude des petits séjours en prison pour des petits délits. Sa vie bascule définitivement lorsque son mari rencontre Jack Santo et Emmett Perkins, des membres d'un gang. Ensemble, ils préparent le cambriolage de la maison de Mabel Monohan, une veuve supposée être riche. Au cours du méfait, la vieille dame est battue à mort et finalement, les cambrioleurs ne trouvent aucune trace d'argent dans le domicile de leur victime. Ils repartent donc bredouille après avoir commis un crime horrible contre une vieille dame. Il n'est pas tout à fait clair dans cette affaire si Barbara a vraiment participé activement au cambriolage ou non. En tout cas, elle et ses supposés complices sont arrêtés, jugés et condamnés à la peine capitale par exécution dans une chambre à gaz. À l'heure actuelle, on estime qu'il y a toujours des doutes quant à sa réelle implication dans les faits qui lui sont reprochés. Elle a toujours clamé son innocence et peut-être qu'elle a été victime d'une erreur judiciaire, on ne sait pas trop et je pense qu'au vu de l'ancienneté de l'affaire, on ne le saura jamais. Et donc arrive le moment pour moi de vous expliquer comment se passe l'exécution dans la chambre à gaz. Barbara est réveillée tôt le matin du 3 juin 1955. En guise de dernier repas, elle demande un sundae au chocolat pour le petit déjeuner. Elle est emmenée menottes au poignet dans la salle d'exécution.
Comme vous le voyez sur la photo, le but est de placer le condamné dans une chambre totalement hermétique dotée d'une fenêtre d'observation et dans cette chambre, le gaz sera diffusé jusqu'à ce que mort s'ensuive par intoxication. La personne se trouve donc attachée à un siège ou un lit selon les centres pénitentiaires, car comme vous vous en doutez, en général, la personne se débat, elle n'a pas envie de mourir, il y a son instinct de survie qui entre en action, donc il faut pouvoir la contentionner. Comme vous pouvez le voir, sous la chaise, il y a une sorte de cage, et à l'intérieur de celle-ci, on y place de l'acide sulfurique. Un médecin place une sorte de long stéthoscope sur le condamné, mais qui est en fait relié à l'extérieur de la chambre à gaz, dans le but de pouvoir confirmer à distance le décès de la personne sans entrer dans la chambre. Une fois la personne placée correctement, tout le personnel est évacué de la chambre à gaz qui se retrouve fermée de façon totalement hermétique. À ce moment-là, tout est prêt pour lancer l'exécution et le gardien en charge des dernières vérifications donne alors le signal au bourreau qui actionne le levier, déclenchant ainsi la libération massive de cristaux de cyanure de sodium dans le compartiment sous le siège du condamné. La chimie opère, le cyanure de potassium se mélange à l'acide sulfurique, déjà placé initialement, et entraîne la libération d'un gaz hautement toxique de cyanure d'hydrogène. Le but est que la personne, en le respirant, s'asphyxie et décède. Plus elle respire profondément, plus la mort est censée être rapide. Encore une fois, c'est la théorie. Parce que le hic, c'est que la plupart des détenus tentent, encore une fois, par instinct de survie, de ne pas respirer le gaz. Ils se mettent d'abord en apnée et retiennent leur respiration jusqu'à n'en plus pouvoir, ce qui rend la scène d'autant plus dure à regarder. Après avoir respiré le gaz mortel, la personne se met en général à hurler de douleur, à se tortiller dans tous les sens, et puis il y a les yeux qui se gonflent et qui sont exorbités comme s'ils étaient sur le point de carrément sortir ou exploser de leur orbite. Au début, le visage devient extrêmement rouge avant de prendre un aspect violacé, et puis de la bave s'écoule de la bouche. À ce moment-là, le condamné est toujours vivant mais n'en a plus pour longtemps. Les organes vitaux se retrouvent peu à peu privés d'oxygène, le cœur s'arrête de battre, le cerveau ne répond plus, la personne finit par décéder. Maintenant vient le temps de récupérer le corps et il y a bien entendu des précautions à prendre pour éviter d'intoxiquer toute l'assemblée et le personnel pénitentiaire. Il faut veiller à tout décontaminer correctement. D'abord, un ventilateur d'extraction est activé pour aspirer le cyanure d'hydrogène contenu dans la chambre à gaz. Puis, tout l'intérieur de la chambre et le corps sont aspergés d'ammoniac, un composant chimique qui a la propriété de neutraliser le cyanure. On laisse agir l'ammoniac environ 30 minutes pour être sûr que tout est neutralisé, puis la chambre est ouverte. Le personnel y pénètre, équipé de combinaisons de protection, de masques à gaz et de gants, et ils ont la directive de secouer les cheveux du mort afin d'être sûrs de libérer tous les gaz de cyanure d'hydrogène qui pourraient être emprisonnés au niveau de la chevelure. Enfin, le corps est évacué. C'est ainsi que la décision du tribunal vient d'être appliquée et justice a été rendue. J'ai découvert qu'il existe depuis peu une autre variante de la chambre à gaz, c'est l'exécution par inhalation d'azote. Cette fois-ci, le condamné n'est pas mis dans une chambre hermétique, mais il inhale de l'azote via un masque jusqu'à ce qu'il décède par manque d'oxygène. Le tout premier à avoir expérimenté cette méthode est Kenneth Eugene Smith, un homme qui a assassiné la femme d'un pasteur. Après avoir eu une première tentative d'exécution en 2022 par injection létale, qui a foiré parce qu'on ne trouvait pas ses veines pour poser les cathéters, l'État d'Alabama a décidé d'expérimenter sur lui cette toute première exécution par gaz enrichi en azote pur en janvier 2024, donc c'est assez récent sur l'échelle des techniques de la peine de mort. L'azote est inhalé et prend la place de l'oxygène dans le sang. Le cerveau, puis les organes vitaux se retrouvent en sous-oxygénation, puis pas oxygénés du tout, et la personne meurt d'asphyxie. À ce jour, la peine capitale est un sujet qui divise. Elle est interdite dans un tiers des pays du monde, le deuxième tiers l'autorise sans pour autant l'appliquer, et enfin le dernier tiers l'applique régulièrement. La peine de mort est abolie en France en 1981 à l'initiative du ministre de la Justice de l'époque Robert Badinter sous la présidence de François Mitterrand.
Le ministre fait un discours poignant à l'Assemblée nationale, un discours qui restera gravé à jamais dans l'histoire de la France. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Si l'abolition de la peine capitale est bel et bien gravée dans la Constitution de la Ve République, où il est écrit noir sur blanc que nul ne peut être condamné à la peine de mort dans notre pays, il persiste tout de même un vrai débat autour de cette question. Un débat qui revient régulièrement sur la table dans les médias et les réseaux sociaux lors de drames marquants qui ont secoué le pays. Pour ma part, honnêtement, je suis tiraillée par rapport à cette question. Je suis d'accord dans l'idée que ce n'est pas à nous, êtres humains, de décider d'ôter la vie d'une personne, mais d'un autre côté, il semble quand même difficile à envisager d'épargner la vie de quelqu'un qui, lui ou elle, n'a eu aucune compassion pour ses victimes, qui les a exécutées sans aucun scrupule, sans aucun remords. Prenons l'exemple de quelqu'un de connu, Ted Bundy, que vous connaissez certainement. Il a fait officiellement 36 victimes, officieusement peut-être plus d'une centaine. Dans ce cas, moi je n'ai aucune pitié. Est-ce que lui, il a eu de l'empathie pour toutes ces femmes qu'il a brutalement enlevées, étranglées et battues à mort? Quand on le voit, on se dit pas de pitié pour les monstres. Je me dis que si Ted Bundy avait été français et condamné après 1981, il n'aurait pas grillé sur la chaise électrique, il aurait vécu tranquillement sa petite vie en prison, décédé par la suite peut-être d'une mort naturelle, alors qu'il était un homme totalement diabolique, je pense. On sera d'accord à l'unanimité sur ce point. Donc vous voyez pourquoi la question est épineuse, et puis il reste aussi surtout le sujet des erreurs judiciaires, parce qu'il y a eu par le passé des condamnés qui ont été exécutés à tort pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Et ça, c'est dramatique de se dire que des gens innocents qui ont toujours été droits, honnêtes ou qui peut-être ont eu le malheur d'être là au mauvais endroit, au mauvais moment, ont fini sur l'échafaud. Ça, c'est scandaleux aussi. Rappelez-vous le cas de Johnny Frank Garrett, dont je vous ai parlé il y a peu, exécuté après avoir été accusé d'avoir assassiné une religieuse, sœur Thaddeus Benz. Je vous mets le lien juste au-dessus si vous voulez y jeter un coup d'œil. Quelques années après sa mort, on finit par découvrir qu'en fait, il était innocent. Mais aux dernières nouvelles, tuer un homme est irréversible. Alors, je me pose la question, dans ce cas, on fait comment pour réparer les erreurs judiciaires ? Déjà, mettre une personne en prison à tort, c'est quelque chose de dramatique. Alors, l'exécuter, c'est encore pire. Voilà pourquoi je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet. L'idée de tuer un innocent est autant effarante en fait que l'idée de laisser un monstre sanguinaire en vie derrière les barreaux aux frais des contribuables qui finalement n'ont pas forcément envie d'assumer quelqu'un qui n'a pas respecté les citoyens et qui a fait de nombreuses victimes. Voilà, c'en est fini pour l'histoire du jour. J'espère que vous avez appris plein de choses intéressantes, même si un peu difficile à entendre par moments, un peu glauque. En tout cas, je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la peine de mort, pour ou contre, dites-moi tout et puis donnez-moi aussi vos arguments. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour la partie 2 de la vidéo, où on parlera entre autres d'autres techniques d'exécution, un peu moins populaires, ou du moins qui ne le sont plus, pendaison, guillotine, peloton d'exécution, etc., dans le but d'être la plus précise dans les informations que je vous donne. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes, à bientôt!